Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de 3 œuvres de Sylvie Laliberté. En janvier à Montréal, je vois sur la table chez une de mes amies une œuvre de Sylvie Laliberté que je connais pas. Quoi? Elle a sorti un nouveau livre? Oui, ça fait 1 ou 2 ans déjà. Ah, je veux me jeter dessus et le lire tout de suite. Non, je vais l'acheter. Je vais trouver les 2 autres œuvres que j'ai d'elle. Je vais tout rapporter à Zurich pour le lire lentement et m'en délecter. La première fois que j'ai été en contact avec l'art de Sylvie Laliberté, c'était lors d'une exposition solo au Musée d'art contemporain. Il y avait une pièce au complet avec des couleurs vives, des poufs, des tabourets, des bancs et des mots partout sur les murs. J'étais resté là pour flâner, j'avais écrit, je m'étais senti super bien. En faisant ma recherche, j'ai réalisé que c'était en 2001, ça fait vraiment longtemps. En 2013, j'ai eu la chance ou l'honneur de rencontrer Sylvie Laliberté au Salon du livre de l'Abitibi. Vraiment, je n'ai que de beaux souvenirs de mes échanges avec cette femme formidable. J'ai l'impression qu'on se connaissait déjà. J'ai eu un coup de cœur pour la personne et pour son œuvre. Sylvie Laliberté est née en 1959 à Montréal. Elle a grandi à Laval. Je pense qu'elle a fait des études en art au Cégep du Vieux-Montréal, entre autres. Et c'est une artiste multidisciplinaire. Elle a fait des vidéos, des films, des arts visuels. Elle a publié 3 albums de chansons et 3 livres. Le premier, c'est son beau livre rose. Je suis formidable, mais ça ne dure jamais très longtemps. Quand j'étais italienne. Et le plus récent, Je ne tiens qu'à un fil, mais c'est un très bon fil. Avant de me plonger dans son dernier, j'ai d'abord relu les 2 premiers. Je suis formidable, mais cela ne dure jamais très longtemps, est un recueil de phrases, comme elle le dit elle-même. Ce sont toujours des tout petits textes. C'est une prose très minimaliste et très souvent, elle va partir de dictons, d'expressions auxquelles elle va ajouter quelque chose, une twist. Tout ça, c'est écrit d'une manière qui a l'air très légère, mais en même temps, il y a là une belle profondeur qui nous fait réfléchir. J'ouvre au hasard. Je ne sais pas si les fleurs ont choisi de devenir fleurs. Si oui, c'est un bon choix. Une autre. Les petites choses m'épatent trop. J'oublie d'en faire des grandes. En fait, c'est un beau hasard parce que justement, les textes de Sylvie Laliberté portent beaucoup sur les petites choses du quotidien, souvent les petits plaisirs. Quand j'étais italienne, c'est un récit cette fois-ci et c'est beaucoup plus dur. C'est sans doute la plus dure des 3 œuvres. Un récit biographique qui parle de sa famille maternelle. Ses 2 grands-parents maternels sont nés en Italie et ont émigré à Montréal où ils se sont rencontrés et où ils ont eu 2 filles. Elle dit à propos de son grand-père, prénommé Pardo. Pardo a pris un bateau. Il est arrivé à Montréal et il a cherché une école pour apprendre le français. Mais toutes les écoles francophones et catholiques lui disaient « Non, on ne veut pas d'un jeune homme italien et catholique. » Il était bien triste. Finalement, c'est un collège protestant qui l'a accepté. C'était à Montréal-Ouest et il était déçu parce qu'il voulait apprendre le beau parler français. Et ce collège, bien que francophone, encourageait vivement la langue anglaise afin que les étudiants puissent poursuivre de grandes études dans les grandes écoles anglophones. Toute sa vie, il s'excusera de briser le français. Dans des phrases d'une simplicité désarmante, se cache là non seulement le drame humain de cette personne-là, mais en même temps, c'est un drame de la société canadienne-française. Dans La mauvaise mère, Margaret Anderson parle quelque chose d'analogue, comme allemande, francophile, mais qui a dû envoyer ses enfants à l'école anglaise parce qu'elle était protestante. C'est vraiment un épisode dramatique de l'histoire du Québec ou du Canada français. Mais ça va plus loin. Donc, lorsque les 2 jeunes filles Malatesta, quand elles vont à l'école, elles se font taper sur les doigts par les bonnes sœurs parce qu'elles sont italiennes. Il y a les préjugés que les Italiens, ça pue et c'est poilu. Mais le plus grand drame qui est relaté ici, c'est ce qui est arrivé en 1940. En 1940, le gouvernement canadien a envoyé la police dans les maisons des Italiens. On a kidnappé ni plus ni moins des Italiens et on les a envoyés dans le camp de Petawawa, en Ontario. Un peu comme c'est représenté dans le film Les Ordres au sujet de la crise d'octobre en 1970. Il y a eu aussi des figures politiques enfermées là, dont le maire de Montréal, Camillien Houde, parce qu'il était opposé à la conscription. Ils ne savaient pas pour combien de temps on allait les garder là, et pendant ce temps-là, les familles vivaient dans la peur. La mère Malatesta a changé son nom pour Mallette et a tout fait pour essayer de passer inaperçu avec ses filles. Le grand-père de Sylvie Laliberté est resté là 8 mois. Lorsqu'il en est sorti, il a dû signer un papier, comme tous les autres, pour ne pas en parler. Et ça a été une grande blessure sur le plan collectif, certes, mais aussi une grande blessure sur le plan familial. Les 2 jeunes filles avaient honte d'être italiennes. Elles ont passé leur vie à tout frotter à l'eau de Javel pour pas qu'on leur dise que les Italiens, ça pue. Sa mère a fait de la cuisine canadienne presque exclusivement toute sa vie.
justement parce qu'elle ne voulait pas passer pour une Italienne. Et puis Sylvie Laliberté a dû apprendre l'italien plus tard. Et cette langue-là, tout l'héritage culturel a été brisé à cause de cet événement horrible en 1940. Au moment de la publication de l'ouvrage, et je ne pense pas qu'il y en a eu depuis, il n'y avait pas eu d'excuses de quelque gouvernement que ce soit. D'autre part, je ne sais pas si un premier ministre qui s'excuse en pleurant pour une situation comme ça change véritablement quelque chose, si c'est véritablement une réparation. La force de cette œuvre, c'est la dureté de ce qui est raconté en contraste avec la légèreté du texte. Ce texte tout léger, tout simple, tout beau, permet de transmettre cette dureté-là d'une manière tout à fait touchante, poignante, percutante. Passons à « Je ne tiens qu'un fil », mais c'est un très bon fil. Alors déjà, dans le titre de cette dernière œuvre, on voit ce jeu avec les dictons et les expressions. L'expression « ne tenir qu'un fil » qui montre une vulnérabilité, une faiblesse, mais c'est un très bon fil, donc qui ramène une idée de force. Le titre, il est superbe parce qu'effectivement, le fil conducteur de ce récit, c'est l'identité, le jeu, cette petite fille-là qui sort d'un gâteau, cette petite Sylvie-là, qui tient un fil ici. Elle parle tout d'abord de son enfance, petite fille qui a pris l'autobus pour aller à la bibliothèque chercher des livres. L'autobus, c'est un thème qui revient. On passe à sa vie adulte, elle parle de son amoureux, des différents endroits où elle a habité. Il y a une poésie du quotidien qui s'exprime et ça se termine sur Sylvie qui va voir son père à la maison de retraite et il y a quelques épisodes là. Le fil, c'est aussi toutes ces photos qu'on voit un peu partout dans l'œuvre. Ce sont des photos que Sylvie a prises elle-même. Il y a beaucoup ces petites figures, souvent des soldats. Il y a toujours la nappe carottée et très souvent des livres. Et là, ça nous permet de faire un portrait, de suivre le fil de qui est la Sylvie Laliberté lectrice et d'aller établir un réseau de lecture en poésie, en réflexion sur l'art, par exemple. Le fil, c'est aussi ce fil de l'identité, comme on le voit ici. À plusieurs reprises, elle remplace un « je » par Sylvie Laliberté, écrit à la main, en rouge, sans espace entre les deux mots. Donc, c'est un jeu super intéressant, l'idée du fil dans la calligraphie manuscrite, qui fait faire une réflexion intéressante sur l'identité. L'identité, est-ce que c'est que nous de l'intérieur, ou si c'est pas aussi à la fois une espèce d'étiquette extérieure? Et puis, je vous lis l'effet que ça fait ici. « Je suis une Sylvie Laliberté. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été une Sylvie Laliberté. Tous les jours et toutes les nuits, même quand je dors, je suis une Sylvie Laliberté. Mais le matin, quand je me lève, je ne suis pas tout à fait une Sylvie Laliberté. » C'est beau. Et puis, sur la page de l'autre côté, avec un jeu graphique, elle dit « Je suis une femme du soir. Ça me prend la journée pour devenir moi. » Je suis pas le gars le plus matinal, moi non plus. C'est un grand plaisir de lecture, c'est délicieux. Une chose qui est merveilleuse du style littéraire de Sylvie Laliberté, j'ai dit plusieurs fois qu'il y a une grande simplicité, mais ça n'est pas une simplicité facile. C'est pas négatif. Et il y a beaucoup de travail derrière cette simplicité-là. On sent qu'il y a une espèce de combat pour écrire. Écrire ne lui vient pas facilement. Ça prend énormément de travail pour arriver à cette extrême simplicité. Donc, ça n'est pas une simplicité banale, c'est vraiment une simplicité réfléchie et qui est toute complexe et qui est toute fine et nuancée. Et puis ça, on le sent quand on lit et ça donne une grande richesse à l'œuvre. J'ai plus ou moins de mots pour en parler, pourquoi gaspiller des mots alors qu'elle a trouvé les mots justes pour parler d'elle. En faisant ma recherche, je me suis dit que je connaissais pas sa musique. J'ai trouvé un canal sur YouTube où il n'y a que des vidéos de chansons de Sylvie Laliberté. Je soupçonne qu'elle se cache derrière cet avatar. Et j'ai retrouvé ce sourire timide, cette belle présence. Et encore là, des phrases super belles. Et j'ai pas tout écouté assidûment les paroles. Une chanson s'intitule « J'ai pleuré de l'eau ». Dans une autre chanson, elle dit « Le soleil le sait-il qu'il est un soleil ?» J'espère que Sylvie Laliberté, elle le sait, qu'elle embellit le monde. Faut que vous lisiez du Sylvie Laliberté. Ça ouvre l'âme. Alors voilà, c'était mes impressions de lecture. Aimez, commentez, partagez et bonne lecture.